Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Arthur Chevalier, qui est écrivain et éditeur. Il est l'auteur notamment de plusieurs livres sur le sujet de Napoléon, avec notamment un Napoléon raconté par ceux qui l'ont connu, paru aux éditions Grasset. En 2018, il est également l'auteur d'un essai sur Napoléon sans Bonaparte aux éditions Serre, dans lequel il conteste notamment la notion de bonapartisme. Enfin, son dernier livre, Le goût de Napoléon, consacré à la postérité littéraire et politique de Napoléon Bonaparte, a été publié en 2019 aux éditions Mercure de France. Il sera enfin, je souligne pour nous redire un mot à la fin de la conférence, commissaire de l'exposition officielle du bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte, organisée par le Grand Palais, qui sera inaugurée à la Villette en avril 2021, si évidemment nous sommes déconfinés. Enfin, chaque semaine, deux dernières informations, chaque semaine, vous pouvez nous retrouver sur les actualités, de retrouver les actualités de BSF, nos conseils, contenus, activités, évidemment, en s'inscrivant à notre newsletter. C'est très important de nous rejoindre à travers notre newsletter, les conseils lecture, évidemment, les activités de BSF en France et dans le monde. Et puis, je terminerai mon propos en disant que, comme beaucoup d'associations, vous le savez, nous sommes extrêmement mobilisés et nous avons plus que jamais besoin de votre soutien pour continuer de vous accompagner, mais aussi d'aider les plus vulnérables en France, mais aussi dans le monde. Chaque don est très précieux pour nous et on vous en remercie par avance. Bonjour Arthur Chevalier, bienvenue et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Bon, je vais vous laisser la parole, évidemment, te laisser la parole. Napoléon, je vais pas le présenter, c'est un des personnages évidemment les plus connus de l'histoire de France, peut-être un des plus connus au monde, un personnage fascinant aux mille et un visages, un génie de la guerre, un amoureux des femmes. Quand on parle de Napoléon, on pense évidemment à Joséphine, vraisemblablement le seul amour de sa vie, mais Napoléon, il est aussi évidemment on le retrouve tout au long de notre scolarité en France, a priori en CM1, en quatrième, en première. On va pas pouvoir aborder ce soir toute la vie de Napoléon, son œuvre, mais ce soir, nous allons parler de Napoléon et l'art du confinement. Je vais commencer, du coup, vous êtes le rédacteur, notamment Arthur, d'une chronique sur l'histoire dans le journal Le Point. En avril, votre chronique était dédiée sur Napoléon, le plus grand des confinés. Vous y parlez notamment de son confinement sur l'île Sainte-Hélène. Alors, pouvez-vous nous parler du contexte de cet exil et comment peut-être rappeler un peu à nos auditeurs comment Napoléon a fini par arriver sur l'île de Sainte-Hélène? Oui, absolument. Donc, le début de la fin de l'aventure napoléonienne commence le 18 juin 1815, puisque Napoléon perd sa dernière bataille, la bataille de Waterloo, qu'il mène en Belgique, pas très loin de Bruxelles. Il la perd contre les armées anglaises. Au terme de cette bataille, il se replie sur Paris et le pouvoir l'a forcé à abdiquer. Suite à cette abdication, le nouveau régime temporaire, on va dire en France, négocie avec les puissances alliées, qui sont à l'époque la Prusse, l'Autriche, la Russie et donc l'Angleterre, afin de savoir quoi faire de cet empereur qui, dès qu'on l'enferme, finit toujours par revenir et reconquérir le pouvoir. Puisque la première fois, il avait été envoyé à l'île d'Elbe, c'est-à-dire dans la Méditerranée, il avait réussi à s'échapper et il était redevenu empereur. Donc, cette fois-ci, il s'agit de l'enfermer loin pour avoir la paix. Plusieurs solutions sont envisagées et la plus sérieuse, finalement retenue, c'est celle de Sainte-Hélène. Mais ça, Napoléon ne le sait pas, puisque lui, dans un premier temps, se rend aux Anglais, il quitte Paris, il va à La Rochelle. De La Rochelle, il rejoint une petite île au large de La Rochelle qui s'appelle l'île d'Aix. Et de là, deux choix s'offrent à lui. Se rendre aux Anglais ou embarquer sur un bateau qu'a fait affréter son frère, Joseph. Et dans ce bateau, se cacher et aller aux États-Unis, partir pour les États-Unis. Ce qui impliquait de devoir traverser la rade de La Rochelle, qui était évidemment protégée par la marine britannique. Autrement dit, si Napoléon se faisait prendre, le ridicule de l'aventure, a-t-il pensé, aurait vraiment nui à sa postérité. Donc, après avoir réfléchi à ça, il finit par préférer se rendre aux Anglais. Et lui, ce qu'il pense au début, au fond, c'est que les Anglais vont lui donner une maison à Londres,
bon, il serait sous surveillance, mais enfin, il aurait une sorte de vie bourgeoise de prisonnier de luxe. Donc il demande un exil tout simplement aux Anglais, quoi. Il se dit les On lui Anglais impose. exil. C'est-à-dire qu'avant que les Alliés décident, ou en tout cas avant que les Alliés lui fassent part de leur décision, il décide lui-même de se rendre aux Anglais et de s'en remettre à leur bienveillance, on peut dire. Donc du coup, il monte sur un navire anglais qui s'appelle le Bellérophon, qui est donc dans la rade de La Rochelle, et ce navire anglais l'emmène vers l'Angleterre. Ce navire s'arrête à Plymouth, dans la rade de Plymouth, il jette l'ancre et là, Napoléon attend. Et il attend pendant quelques jours et finalement, au bout de quelques jours, on lui explique qu'il ne va pas du tout descendre du bateau, parce que c'est ce qu'il attend, mais qu'en fait, il repart. Et il repart pour Sainte-Hélène. La surprise est totale et c'est une nouvelle excessivement mauvaise parce que Sainte-Hélène, si vous regardez sur une carte, c'est au sud de l'Atlantique, à l'ouest de l'Afrique du Sud. En gros, les Anglais ont choisi une île sous administration anglaise, évidemment, mais qui est en gros celle que vous pouvez imaginer la plus loin de toutes les terres possibles. Voilà. C'est-à-dire que c'est à la fois excessivement loin du Brésil et à la fois excessivement loin de l'Afrique du Sud, qui sont les deux terres les plus proches. Donc Voilà comment Napoléon c'est les Anglais qui décident de cette destination finalement, et c'est sous quelle autorité qu'il est placé durant cet exil à Sainte-Hélène? Alors en fait, ce sont les Alliés qui décident d'un accord commun de l'envoyer à Sainte-Hélène et de le placer effectivement sous la protection des Anglais qui vraiment n'en peuvent plus de Napoléon qui a remporté victoire sur victoire pendant 15 ans. Et donc l'armée britannique garde Sainte-Hélène et Napoléon est mis sous la protection, si on peut dire, d'un gouverneur militaire, le gouverneur de l'île qui s'appelle Hudson Law, qui est un officier de l'armée de terre britannique. Et c'est là que une première chose est à dire parce que il y aura de nombreux problèmes qui vont se poser pendant ce confinement, donc, mais le premier est posé dès le départ. C'est-à-dire que normalement les îles britanniques, car à l'époque l'Angleterre est un empire, les îles britanniques sont sous administration de la marine et non pas de l'armée de terre, d'accord? Or là, sur l'île, c'est ce qu'on peut appeler un terrien, donc un soldat de l'infanterie qui garde le prisonnier de prestige. Et les soldats qui gardent l'empereur dans l'île sont aussi évidemment des soldats de l'armée de terre. Or, celle qui protège réellement Sainte-Hélène, c'est la marine, parce qu'on protège Sainte-Hélène aussi de possibles secours qui viendraient aider Napoléon à s'échapper. C'est tout à fait possible. Ça coûte une fortune à l'Angleterre. Et la marine britannique, donc, croise au large de Sainte-Hélène, mais la marine britannique, à l'époque, est excessivement libérale et pro-révolution française, donc pro-Napoléon. Donc, si vous voulez, vous avez déjà un conflit au sein de l'armée britannique qui fait que et la marine juge que c'est complètement anormal qu'on ait donné le gouvernement, qu'on ait nommé en tout cas un gouverneur d'une île qui vienne de l'armée de terre, alors que normalement ça lui appartient. Et elle comprend très bien que c'est une manipulation politique, donc ça lui déplaît fortement. Donc tout ça crée des tensions au sein de l'administration anglaise qui au fond ne se régleront jamais. Alors cette île de Sainte-Hélène finalement, elle est grande comment? C'est une Corse, c'est une toute Non, petite île. alors Sainte-Hélène est une toute petite île, mais néanmoins, elle a une particularité climatique. C'est-à-dire qu'on a tendance à la caricaturer en espèce de cailloux très venteux. Effectivement, parfois il y en a, mais de cailloux très venteux, exposés à tous les vents, où il fait gris et où Napoléon allait, durant les 6 dernières années de sa vie, qu'il lui reste dépérir sous l'humidité, un climat tropical abominable. En réalité, quand vous allez à Sainte-Hélène, et je vous invite à y aller car c'est un voyage très intéressant, vous vous rendez compte que c'est une île qui a un climat excessivement divers d'un bout à l'autre. Autrement dit, je vais le dire simplement, l'endroit où on met Napoléon dans l'île, d'accord, c'est-à-dire le nom de sa maison, c'est Longwood, c'est à l'extrémité de l'île, une des deux extrémités de l'île, c'est le pire endroit de l'île, c'est-à-dire que il fait excessivement froid, très humide, et quand il fait chaud, il fait très chaud et toujours très humide. Mais si vous allez de l'autre côté de l'île, en revanche, vous avez l'impression, là pour le coup, d'être en Guadeloupe, si je puis dire. Et là, en revanche, c'est une faune et une flore excessivement luxuriantes. Le climat est très agréable. C'est-à-dire qu'en fait, on va le dire très simplement, pour une île qui est toute petite, vous avez une disparité entre d'un côté et de l'autre qui est égale à celle que vous auriez au fond de Paris à Nice, quoi, en termes de climat. Voilà. Donc c'est une particularité climatique qui doit être prise en compte dans la façon dont on pense le confinement à Sainte-Hélène. Donc le voilà prisonnier, exilé en tout cas à Sainte-Hélène, loin. Est-ce qu'il est entouré est-ce qu'il est venu avec des personnes avec qui il travaille? Est-ce qu'il est seul? Et finalement, comment son quotidien est rythmé? Alors, à Sainte-Hélène, il est arrivé avec plusieurs personnes,
4 personnes très connues. Le grand maréchal du palais, c'est un titre Bertrand, le comte Lascaz, et deux généraux, Montelon et Gourgaud. Ceux qui ont des familles les ont amenés. Par exemple, Lascaz est avec son fils. Montelon est avec sa femme et ses enfants. Bon, c'est pas un secret, Napoléon aura assez rapidement une liaison avec la femme de Montelon. Hein. Donc, ce même Montelon sera au courant que, alors qu'il est enfermé dans une île dans l'Atlantique Sud, pour, en gros, tenir le crachoir à un homme qui est vraiment en train de vivre les pires années de sa vie, l'empereur couche avec sa femme et il doit dire merci. Donc cette espèce de mini-cour, un petit peu incestueuse, vivent les uns sur les autres. Les tensions sont sont très nombreuses. Les rapports humains sont exacerbés. Il y a évidemment un non-dit dans cette aventure qui est la raison pour laquelle est-ce qu'ils l'ont suivi. Il y en a deux. La plupart, c'est pour pouvoir écrire un livre au retour et raconter les derniers jours de Napoléon. Et aussi dans l'espoir d'être couché sur le testament d'un empereur dont on dit qu'il est encore très riche. D'accord. Napoléon reconstitue à Longwood, qui est l'endroit où il vit, une sorte de cour un peu misérable si on la compare à ce qui a été la sienne. Il y a un mini protocole, il a effectivement un valet de chambre, quelqu'un qui fait la cuisine, d'abord un médecin anglais irlandais qui s'appelle O'Meara, puis après un médecin corse que lui enverra sa mère. Bon voilà, disons qu'il y a une dizaine de personnes qui tournent autour de lui. Napoléon voit quelques notables anglais qui vivent dans l'île, même si l'île est très peu habitée. Il en voit quelques-uns. Il se lie d'amitié, par exemple, avec une très jeune fille de 15 ans, 15-17 ans, qui s'appelle Betsy Balcombe, qui racontera sa relation tout à fait chaste avec Napoléon plus tard dans un livre qui sera un des best-sellers en Angleterre au 19e siècle. Donc, si vous voulez, tout le monde fait un petit peu semblant que l'empereur existe encore. Tout le monde sait que c'est un petit peu pathétique, mais on joue le jeu. Voilà, c'est comme ça. Donc, Et Napoléon… ce n'est pas une prison Pardon? finalement. Ce n'est pas une prison finalement. Il a un quotidien, une sorte de cour autour de lui, dans lequel son quotidien est rythmé avec l'ombre de la maladie quand même qui plane durant toutes ces années. C'est une prison, pour être réel. C'est-à-dire que autant l'île d'Elbe, qui était le lieu de sa première exil, aurait pu être comparée, vous l'avez dit tout à l'heure, à la Corse, quoi. Là, Napoléon n'a aucun pouvoir. Il passe quand même ses journées dans une maison, une sorte de grande ferme, quoi, si on peut dire, avec un jardin, comment dirais-je, délimité par des barrières. Il a D'accord. au début le droit d'en sortir et après de moins en moins. La marine britannique est vraiment paranoïaque. L'armée anglaise est vraiment paranoïaque avec lui. Hein, donc, il a de moins en moins de droits. Oui, il a le droit d'aller se promener, il a le droit de recevoir, mais enfin, on peut pas dire qu'il a une grande liberté. Ce qu'il y a, c'est que Sainte-Hélène doit être aussi vue en fonction de deux époques. Donc, il y reste de 1815 jusqu'à sa mort en 1821, donc 6 ans. C'est Euh, 6 ans d'exil. 6 ans d'exil, de confinement, pour reprendre le thème de la conférence. En fait, Napoléon, les 2 premières années, est plutôt en forme. D'accord. Il n'est pas malade. Euh, à D'accord. partir de, à partir de la fin de l'année 1800, début 1817 et fin 1817, Napoléon commence à être atteint d'un cancer de l'estomac qui finira par le tuer. Alors bien sûr, il ne sait pas que c'est un cancer de l'estomac, mais comment dirais-je, excessivement gros, disons parfaitement physiologique, et ce foie s'est bloqué sur l'estomac, ce qui fait que ça a bloqué la progression du cancer. Donc je vous le dis différemment, Napoléon en fait aurait dû mourir au bout de 6 mois en réalité. Mais Ah à oui. cause de cette donnée biologique, voilà, le cancer a progressé beaucoup plus lentement. Mais du coup, ça a été une souffrance permanente pendant 4 ans, si vous voulez. Ça a été une véritable agonie, quoi, millimétrée. Et donc son caractère, à partir de 1817, devient vraiment exaspérant, il est irascible, il travaille de moins en moins, pour ainsi dire peu, passe son temps à piquer des colères, il dort très peu, il dort très mal. Bon, c'est un homme très souffrant. Voilà. Et quels sont pendant ce confinement, il profite, comme on l'a dit, quand il était en forme, et puis après, même jusqu'à la fin de sa vie, à rédiger un livre, du coup, le Mémorial de Sainte-Hélène. Pouvez-vous finalement nous expliquer l'ambition de cette œuvre? Pourquoi il a écrit alors que c'est un homme qui a été, comme tu l'as dit, obsédé par son retour, son éternel retour, un sphinx. Pourquoi s'est-il mis à écrire ce livre? En fait, il l'a pas écrit en réalité, il s'est confié. Il s'est confié à Lascaz, donc un des
un des évangélistes, si je puis dire, qui l'ont suivi, un des apôtres qui l'ont suivi à Sainte-Hélène, qui deviendra évangéliste. Lascaz a recueilli, a retranscrit dans un livre ses conversations avec Napoléon, qui en D'accord. 1816 passe son temps à revenir sur sa vie, son œuvre politique, et donc il parle à Lascaz, d'accord. Et Lascaz, évidemment, avec l'aide de son fils, prend en note enfin, avec beaucoup de précaution et avec beaucoup de minutie tout ce que raconte Napoléon. Euh, Napoléon, évidemment, se doute bien que Lascaz, Gourgaud, Montelon, tous ceux qui l'entourent vont publier un livre. Alors, comment dirais-je, au moment où ils rentreront, il n'est pas stupide au point de penser qu'ils l'ont suivi pour rien. Il sait très bien que c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent avoir les dernières confidences, peut-être de l'homme le plus célèbre d'Europe, si on peut dire. C'est-à-dire que quand vous imaginez combien vend de livres Nicolas Sarkozy quand il écrit ses mémoires aujourd'hui, vous imaginez ce que ça pouvait donner les derniers moments de Napoléon Bonaparte. C'est extravagant, quoi. Donc en fait, Lascaz prend en note. Et il se trouve que Lascaz est exclu de Sainte-Hélène assez rapidement, 2 ans après, parce qu'il est, bon, je raccourcis l'histoire, c'est un petit peu compliqué, mais il est accusé d'espionnage. C'est En réalité, oui, il est dans une sorte de contrebande de correspondance, mais enfin, il espionne rien du tout et il fomente rien du tout. Personne n'a le pouvoir de toute façon de faire sortir Napoléon de Sainte-Hélène. Je précise une chose que les gens savent assez peu, c'est que à côté de ces confidences, qui ne sont pas réellement des livres, Napoléon, pendant les 2 premières années de son exil, pense vraiment qu'il peut revenir. Il ne sait pas comment, mais il est très concerné par la situation politique en Europe. Et il est tellement concerné par la situation politique en Europe qu'il écrit 2 livres qui paraîtront en Angleterre bien avant sa mort, hein, du temps de son vivant, sous pseudonyme. Et ce seront si ce n'est des best-sellers, au moins des très grosses ventes. Napoléon, par exemple, je vous cite un de ses 2 livres, a imaginé une correspondance entre un officier de service anglais qui vient voir l'empereur des Français et qui le trouve super sympa. Et donc, du coup, il raconte à sa fiancée dans sa correspondance qu'il a vu Napoléon et qu'en fait, Napoléon, c'est un mec vachement sympa, qu'il est quand même vraiment génial, qu'il a une hauteur de vue incomparable, et puis qu'on le traite vraiment mal. Et il publie ce livre en Angleterre sous pseudonyme grâce à ses réseaux, et le livre marche excessivement bien. Et Napoléon, en fait, espère manipuler un peu l'opinion avec ça. Donc, même si c'est un petit peu illusoire, ça prouve qu'il est dans une démarche qui est encore politique jusqu'en 1817. Il n'a pas complètement abandonné la partie. Et D'accord? Napoléon confiné à Sainte-Hélène, comment fait-il pour s'informer? Parce que évidemment, il n'avait pas de smartphone à l'époque. Donc comment fait-il pour se tenir au courant de la situation politique? Est-ce que finalement il a toujours des réseaux qui fait qu'il est étroitement lié avec une partie de certains États ou Oui, monarchies? oui, oui. Napoléon reçoit tout à fait les nouvelles de France et plus largement d'Europe. Il y a une correspondance officielle qui est certes contrôlée par l'armée anglaise, mais enfin, il y a des choses qui passent. Deuxièmement, Napoléon est entouré hein, donc de ses apôtres, hein, enfin de ses quatre derniers fidèles. Il voit quelques notables anglais qui eux reçoivent et il se lie d'amitié avec certaines familles anglaises de l'île qui eux lui racontent. Et par ailleurs, il y a une correspondance, on va pas dire secrète, mais enfin une sorte de correspondance de contrebande qu'il a avec plusieurs membres de sa famille, qui lui racontent ce qui se passe. D'accord? Donc Napoléon est parfaitement au courant de ce qui se déroule. Et je dirais que son optimisme est aussi nourri par une chose, c'est que contrairement à ce qu'on a tendance à dire, parce que c'est au fond une façon de résumer, ce qu'il y a, c'est que le gouvernement britannique à l'époque, évidemment, est très anti-napoléonien parce que ce sont des conservateurs qui sont au pouvoir. Mais l'opposition, car il y a une opposition en Angleterre, c'est un régime parlementaire à l'époque déjà, l'opposition, qui sont des libéraux, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des travaillistes, hein, sont tout à fait pro-révolution et pro-Napoléon. Donc en fait, si vous voulez, il y a une partie de la population anglaise qui n'est pas du tout anti-Napoléon. Napoléon est même très populaire auprès d'une certaine catégorie sociale en Angleterre, véritablement. Donc ce que je veux dire, c'est que les nouvelles que Napoléon reçoit, c'est pas qu'il est, enfin, il n'a pas l'impression d'être un homme dont plus personne ne veut entendre parler. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il y a pas de mauvaise raison d'entretenir une lueur d'espoir. Voilà. Donc il a toujours cet espoir en lui, cette force, cette Ouais, énergie du conquérant finalement qui se dit, un peu, en tout cas dans les premières années, je vais trouver un moyen, bien sûr. je sais pas comment, mais je vais y arriver. Euh, Il y a un peu de j'ai ça, j'ai- ouais. j'ai lu qu'en 1817, il se trouve que je crois que Sainte-Hélène arrive une grippe venant de Chine. Et notamment donc du coup cette grippe fait un certain nombre de morts, y compris à Sainte-Hélène. Oui. Et comme en tant que confiné, il est aussi très attentif, évidemment, puisqu'il se était déjà malade, très attentif
à cette épidémie et fait attention à ces gestes barrières. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus finalement sur ce rapport à cette épidémie à ce moment-là en 1817? Bah, le problème, c'est que, d'ailleurs, petite anecdote, au moment où nous parlons, l'île de Sainte-Hélène est intégralement confinée, mais je veux dire avec le reste du monde, c'est-à-dire que de même que vous restez tous dans votre appartement, eux, il y a depuis 3 mois, n'ont plus aucun contact avec le monde. Hein. C'est extravagant, puisqu'il y a toujours des gens à Sainte-Hélène. Hein. C'est une île qui existe encore avec des habitants. Donc, pour revenir là-dessus, en fait, si on se concentre sur la personne de Napoléon et la façon dont il gère de toute façon la question médicale, qui est une question permanente parce qu'il est très malade, il est en très mauvaise santé, et évidemment l'endroit où il est dans l'île ne participe pas vraiment à sa guérison, Napoléon est très méfiant, et il n'a pas de mauvaise raison de l'être d'ailleurs, vis-à-vis des soins que lui apporte l'Angleterre. Il faut arrêter tout de suite comment dirais-je, enfin, il faut tout de suite dire que les légendes qui diraient que Napoléon a été assassiné par les Anglais, tout ça est parfaitement faux. On peut objectivement l'avancer. En revanche, ce qui est vrai, c'est que la question pouvait se poser parce que la garde de Napoléon coûtait excessivement cher à l'Angleterre. C'est-à-dire qu'on entretenait une flotte navale autour de Sainte-Hélène qui était extravagante, qui aurait pu, voilà, mais extravagante et qui était excessivement coûteuse. C'était délirant, si vous voulez. De même, la garnison à Sainte-Hélène coûtait cher. Enfin, tout coûtait très cher. Et donc, en fait, pour le dire différemment, l'Angleterre n'avait pas vraiment à gagner, ni en sécurité, ni en argent, ni en organisation, à garder Napoléon en vie trop longtemps. Hein, ça, c'est clair. Napoléon a d'abord été soigné donc, par un médecin irlandais avec qui il avait d'excellents rapports, qui s'appelle le docteur O'Meara, qui finira par être renvoyé par, si on peut dire, les autorités britanniques elles-mêmes, parce qu'il avait de trop bons rapports avec Napoléon. D'ailleurs, ce sera lui qui écrira le premier livre de souvenirs, avant d'ailleurs le mémorial de Sainte-Hélène. Ensuite, c'est un médecin corse, Antonio Marchi, je le prononce toujours très mal, qui est envoyé par sa mère, qui vient le soigner. Le problème, c'est que au fond, personne ne sait vraiment ce qu'il a, c'est-à-dire que le cancer à l'époque, c'est pas traité médicalement comme aujourd'hui. Il n'y a pas de diagnostic sûr et certain. Ce qui est à peu près sûr, c'est que c'est la maladie de son père. Hein. Ils sont Charles Bonaparte, ils sont morts de la même chose. Donc, si vous voulez, Napoléon se soigne comme on se soigne un peu au début du 19e, c'est-à-dire assez mal. Et c'est-à-dire qu'en gros, on essaye de pas attraper froid. Si on a la fièvre, on essaye de rester au lit. On vous fait boire de l'eau. On vous donne un peu de vin rouge pour dormir. Bon, c'est pas terrible. Enfin, voilà. En gros, c'est ça. Et sur cette fameuse grippe, du coup, Oui. qu'est-ce qui il fait des choses en particulier? Est-ce que j'ai cru lire qu'il faisait il voyait les gens à moins d'un, il saluait pas les gens directement, il ne touchait pas les gens, il avait des sécurités de moins 1 mètre. Et Ce qu'il y a, c'est que quand ça se produit, il est déjà assez malade et donc il passe déjà beaucoup de temps dans sa chambre. Donc de toute façon, il n'a pas grande activité, si vous voulez. D'accord? Donc oui, effectivement, j'ai regardé au début du confinement, j'ai relu des articles là-dessus. Ça a créé une panique parce que simplement tout le monde pouvait mourir très vite. Et il y avait effectivement, mais c'était des réflexes de toute façon qui étaient. Enfin, n'oubliez pas que Napoléon a quand même fait un nombre de campagnes militaires extravagantes dans des Oui. pays comme l'Égypte, comme la Russie. Il a connu des épidémies de peste excessivement graves. Napoléon n'était pas un grand craintif de la maladie, hein, au contraire, et il détestait quand il était en campagne et qu'une épidémie touchait ses soldats, il détestait qu'on vienne lui dire que l'épidémie pouvait se répandre. Il n'aimait pas les mauvaises nouvelles de cet ordre-là. Il avait plutôt tendance à faire confiance aux messages optimistes, d'accord? Donc, objectivement, j'ai pas de témoignage là-dessus, mais je doute que Napoléon ait eu peur de la grippe en 117 à Sainte-Hélène. D'accord. Euh, Très bien. Et quels sont finalement c'est ce livre, ce mémorial de Sainte-Hélène, qu'est-ce qu'il raconte, puisqu'il a marqué quand même, et qu'est-ce qu'il raconte, sur quoi revient particulièrement son auteur, sur l'œuvre? Est-ce que il revisite toute l'histoire de Napoléon? Est-ce qu'il déforme la réalité? Qu'en est-il de cette œuvre importante écrite à Sainte-Hélène? Alors en fait, quand Lascaz est obligé de quitter Sainte-Hélène, il part pour Sainte-Hélène, il va en Afrique du Sud, puisque c'est la terre la plus proche, et de l'Afrique du Sud, il est censé rallier Londres d'abord, avant de pouvoir rentrer en France. Bon, en réalité, ce chemin va être parsemé d'embûches, et dès qu'il quitte Sainte-Hélène, dès l'Afrique du Sud, on saisit son manuscrit, d'accord? Et les Anglais le mettent sous scellé. Il devra attendre très longtemps pour le récupérer. Il le récupère qu'au début des années 20. Quand il le récupère, il le publie en 1823. On va parler ensuite de l'influence du contenu, si je puis dire. Oui. Juste une chose,
il se trouve que le manuscrit tel que publié en 1823 va connaître en gros une postérité assez incroyable au XIXe siècle. Il va être un des livres les plus vendus du XIXe siècle, hein, puisque c'est les mémoires du docteur O'Meara, mis à part le premier livre de témoignages sur le confinement, ou plutôt l'exil de Napoléon. Donc ça va être un événement éditorial. Mais nous avons découvert, il n'y a pas très longtemps, puisque la publication date d'il y a 3 ans, le manuscrit original de Sainte-Hélène, c'est-à-dire pas celui qui a été publié par Lascaz, pas la version imprimée, si vous voulez. Le Alors, manuscrit de Lascaz. j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que Napoléon l'a lu ou relu avant Non, publication? non, absolument pas. Napoléon d'ailleurs ne pouvait pas le relire parce que Lascaz n'avait pas les moyens il n'y avait pas de moyens de communication suffisants avec Napoléon pour lui faire relire quoi que ce soit. D'accord. Donc Lascaz a fait ce qu'il a voulu. En réalité, Lascaz a rajouté des phrases qui faisaient bien, c'est-à-dire des maximes, des petites sentences faciles à retenir. Voilà, il a donné un côté beaucoup plus littéraire à la chose, mais la tonalité reste la même. Hein. Le manuscrit qui a circulé pendant 200 ans, le livre qui a circulé pendant 200 ans, n'est pas très éloigné au fond de celui que nous connaissons depuis 3 ans. C'est-à-dire, il y a une chose intéressante, c'est que le mémorial de Lascaz, c'est pas un livre à la première personne de Napoléon, ni Napoléon qui dicte à Lascaz. C'est Lascaz qui retranscrit assez librement ce qui se passe. Mhm. Et c'est tout autant un journal d'anecdotes, si vous voulez, de mise en scène de Napoléon à Sainte-Hélène, qu'un recueil de confidences. D'accord? Et c'est un petit peu par un malentendu que ce livre est devenu le bréviaire de tous les bonapartistes au XIXe siècle. D'accord? Voilà. Et il est vrai que Napoléon, en se confiant à Lascaz, sachant parfaitement que ses confidences seraient d'une façon ou d'une autre transformées en livre un jour ou l'autre, il avait de toute façon emmené ces gens-là pour ça. Hein. Il y avait un deal tacite, mais non dit, mais évident. Euh, Napoléon essaye d'interpréter son règne car il sait parfaitement que ce que vont essayer de faire à la fois la restauration de la royauté qui est au pouvoir en France, hein, c'est Louis XVIII, le frère de Louis XVI, qui maintenant dirige la France, et ses ennemis, donc prussiens, autrichiens, russes et anglais, vont le faire passer pour un homme qui en gros n'aura voulu que la guerre en essayant de satisfaire sa propre folie, sa faim de pouvoir, de puissance et d'hégémonie. Or, lui veut essayer d'expliquer, grâce à ses mémorialistes, qu'en fait tout ça avait un sens et un sens qui était beaucoup plus libéral, beaucoup plus égalitaire et beaucoup plus humaniste que ce que ça en a l'air de l'être, en fait. D'accord. Voilà. Donc, en gros, Napoléon a essayé de rationaliser ces 15 ans de règne en justifiant les nombreuses guerres avec plus ou moins d'adresse, en mentant parfois, parfois en remettant des choses au clair qui méritaient de l'être aussi. Et il essaye, au fond, de se faire passer pour comment dirais-je, pour une sorte de messie des Lumières qui a propagé dans une Europe encore soumise au joug des vieilles monarchies, les idées de la Révolution. Voilà. Et il n'a pas de mauvais arguments parce qu'effectivement, par ailleurs, la France a effectivement aboli, par exemple, l'Inquisition en Espagne, c'est pas rien, a effectivement aboli la féodalité dans de nombreux pays conquis à l'est de ses frontières, a effectivement permis à de nombreux pays d'adopter le code civil, qui est la première codification à droit constant de l'histoire du droit moderne. Mais il oublie de dire aussi qu'il y a eu un peu d'exagération dans ces guerres et que son tempérament et son pouvoir personnel, si on peut dire, n'y étaient pas pour rien non plus. Ok. Et pourquoi Napoléon, dans ce moment de confinement, avait quand même quelques échanges épistolaires avec des personnes contrôlées par les militaires anglais? Et pourquoi finalement il n'a pas voulu prendre la plume lui-même? Parce que pourquoi il n'a pas choisi de créer ses propres mémoires finalement? Je pense, pour deux raisons. La première, il a pris la plume, je vous l'ai dit, il a écrit des livres. Sous pseudonyme, Oui, certes, mais il a pris la plume. oui, Oui, une mémoire. ouais. Ben, parce qu'en fait, de toute façon, déjà, le moins qu'on puisse dire, c'est que Napoléon était un homme d'une intelligence politique, à mon avis, supérieure. D'ailleurs, sa carrière le prouve. Et je pense qu'il avait parfaitement compris qu'il valait mieux de loyaux scribes, si on peut dire, à des mémoires qu'il aurait écrites pardon, lui-même, et donc aurait été évidemment tout de suite frappé du sceau du soupçon. C'est-à-dire que quand Lascaz raconte, il fait un petit peu office de filtre aussi. Vous voyez ce que je veux dire?
Napoléon lui-même. Il y a ça, il y a aussi le fait que Napoléon a écrit d'autres livres à Sainte-Hélène. Hein. Il a écrit des traités d'artillerie, des choses qui n'avaient pas un rapport direct avec tout ça. La raison exacte pour laquelle il ne l'a pas fait, elle n'est pas explicite car il ne l'a pas donnée en tel. Je pense qu'il a pensé, pour le dire vulgairement, que le job serait fait par d'autres et bien fait. Je pense aussi qu'à partir de 1816, fin 1816, il est déjà très malade, donc il n'en a pas le courage. Et puis Napoléon à Sainte-Hélène était occupé à. Il avait un mode de vie très étrange. Hein. C'était à la fois une espèce de goinfrerie d'activités. Il passait son temps à commencer des livres qu'il balançait. Il avait une chambre qui était pleine de livres. Et puis il appelait les uns et les autres pour lui dire voilà, je viens de lire ça de Voltaire, c'est pas bien, ça c'est bien. Il donnait son avis sur tout. Il engueulait tout le monde. Enfin, il était encore un peu lui-même, quoi. Donc c'était toujours un homme avec autant d'énergie à l'industrie aussi, comment dirais-je, aussi impressionnante. Mais disons qu'il y avait vraiment aucune discipline dans tout ça, quoi. Il était bouffé par sa maladie, fatigué en permanence. Je crois pas qu'il avait l'espace mental pour faire une chose pareille qui réclamait quand même un peu d'organisation. Et dans ce confinement, évidemment, on a tous envie d'horizon aujourd'hui, après 2 mois de confinement. Est-ce que Napoléon n'a pas essayé à une seule reprise de prendre un bateau, voilà, d'essayer Non. de changer le cours de l'histoire? Non, il n'a pas essayé. Alors, attention, il y a beaucoup de gens qui ont eu des idées pour lui. Hein, je veux dire, dans l'île un petit peu, mais surtout à l'extérieur. Hein. Par exemple, c'est une chose un petit peu méconnue, mais vous seriez surpris de voir la popularité de Napoléon en Amérique latine et au Mexique, puisque beaucoup d'anciens soldats de la Grande Armée s'étaient installés au centre de l'Amérique latine et au nord aujourd'hui de l'Amérique du Sud, si vous voulez. Ces soldats étaient en contact avec Joseph Bonaparte, le frère aîné de Napoléon, qui lui vivait à Philadelphie, donc en Amérique du Nord, qui était excessivement riche et très puissant, et essayaient de motiver Joseph Bonaparte pour financer une expédition qui aurait, par exemple, qui aurait eu pour but d'enlever Napoléon de Sainte-Hélène, de le ramener en Amérique du Sud, enfin au nord de l'Amérique du Sud, pour le nommer roi de ceci ou roi de cela, enfin des choses assez extravagantes et, pour le dire honnêtement, parfaitement irréalisables. Je pense que Napoléon n'a juste pas déconnecté pendant les 2 premières années. Il était encore dans une dynamique mentale qui n'annulait pas le fait qu'il puisse revenir politiquement. Mais objectivement, c'est pas un projet parce que en termes de logistique, c'est pas possible, quoi. C'est beaucoup trop compliqué. En tout cas, en l'état. Donc dans son confinement, on l'a dit, il a écrit des livres, il a parlé aussi d'artillerie puisqu'Ah ouais, c'est sa il est parti. formation, il était artilleur. Est-ce que il s'évadait par la culture? Est-ce que c'est un homme qui s'évadait vraiment par la culture, la musique, la peinture? Est-ce que dans ce moment de confinement, il s'est aussi réfugié dans la culture? Napoléon était un grand lecteur. Il aimait beaucoup la littérature, un peu moins les écrivains, parce que c'était des êtres de liberté et ça l'a toujours un peu agacé. Mais toute la famille Bonaparte, pour des raisons d'ailleurs un petit peu... Enfin, la famille Bonaparte vient d'un milieu d'une petite notabilité de Corse, mais c'est un milieu très cultivé. On sait que son père avait une bibliothèque très fournie et Napoléon a toujours beaucoup lu, ses frères, pareil d'ailleurs, et même ses sœurs qui l'ont un peu moins fait au début ont terminé en étant de grosses lectrices. Napoléon, comme tous ses frères, était un écrivain aussi. Il a écrit beaucoup de livres. La littérature faisait vraiment partie de sa personnalité. C'est aussi quelque chose de générationnel puisque beaucoup de ces jeunes adultes de la Révolution française étaient des écrivains. Donc, il lisait beaucoup. Bon, la musique, Napoléon, on peut pas dire que ça a été chez lui une passion exactement sophistiquée ou raffinée, quoi. Oui, ça a été un homme toute sa vie d'opéra, de théâtre, mais parce que tout le monde y allait. Oui. Maintenant, il s'est pas distingué par une grande passion pour la musique classique. Je veux dire, il manquait pas de grands compositeurs à son époque, donc non. Non, non, il lisait énormément, de façon désordonnée, en arrêtant les lectures en cours, en balançant les livres, en traitant tous les auteurs d'immoraux. Alors, immoral, chez Napoléon, ça veut dire n'obéis pas. Hein. Ça veut dire trop de liberté. Immoral chez lui. Et, Ce le terme rapport a sa loyauté, valeur dans sa bouche. c'est la discipline Oui, oui, militaire, voilà. le rapport à la loyauté Voilà. qui est Et constitutif chez l'artillerie, et l'artillerie, c'est pas seulement parce qu'il voulait faire de l'artillerie, c'est parce que Napoléon est quand même un matheux au départ. Hein. Enfin, vous l'avez dit, c'est un artilleur, donc c'est vraiment une des armes les plus scientifiques, si on peut dire, de l'armée. Donc lui. Napoléon est un homme de calcul au sens algébrique du terme. C'est un homme de géométrie.
je pense que c'était une façon pour lui de continuer à exercer, de continuer à faire fonctionner son cerveau, tout simplement, euh, pour pas, euh, pour pas subir totalement l'interminable répétition de journées assez mornes, qui était celle qu'il avait à Sainte-Hélène. Un rapport très étroit au livre et à la littérature, à défaut peut-être de la musique. D'ailleurs, j'ai lu une anecdote sur la musique où je crois qu'il n'était pas très adepte de la Marseillaise parce que notamment Rouget de Lille aurait été un amant de Joséphine et du coup il ne voulait pas forcément écouter la Marseillaise. Mais je ne sais pas si c'est une fiction. Hélas, hélas, je crains que Roger de Lille n'ait pas été le seul amant de Joséphine, qu'il y en a eu de très nombreux. La liste est tellement longue que je crois qu'elle est difficile à établir définitivement. Non, il aimait pas. Par exemple, une anecdote assez amusante. Il y a eu un grand congrès diplomatique avec le tsar Alexandre Oui. à Erfurt, d'accord, en Allemagne, actuelle Allemagne, à Erfurt. Et donc, il y a eu 4 jours de grandes célébrations, de spectacles organisés par Napoléon. Et pour l'occasion, il a fait venir Paganini, qui était donc le plus grand, à la fois le plus grand interprète et puis bon, bah, le plus grand compositeur, un des plus grands compositeurs européens de l'époque. D'ailleurs, il est très célèbre aujourd'hui encore. Et Paganini a été invité à jouer devant la cour réunie là-bas, devant le tsar et lui-même. Ses caprices, c'était un concert de 3 heures. Et Napoléon s'est levé au bout d'une demi-heure et en arrivant dans la salle des gardes-fonds a demandé qui avait commandé un concert aussi long. Et on lui a répondu un peu embarrassé que c'était lui. Et donc voilà, ça c'était Napoléon, quoi. C'est-à-dire que bon, la musique, tout ça, oui, bon, c'est très bien au bout de 20 minutes, mais après ça va, quoi. Voilà. D'accord. Une question un tout petit peu plus personnelle finalement, Arthur, par rapport aux jeunes qui nous écoutent, comment finalement on en vient à s'intéresser à écrire sur Napoléon? Comment, à travers tes études, voilà, comment on en vient à se passionner pour ce personnage? Je sais pas, j'imagine que c'est comme d'habitude dans la vie, c'est-à-dire d'abord des détails qui finissent par s'accumuler et qui finissent par faire une chose longue, lente et solide, et qu'on appelle d'une certaine façon une passion. Non, je pense que ce qu'il faut bien voir à propos de Napoléon, et peut-être que c'est plus parlant qu'autre chose, c'est que Napoléon a moins montré qu'il aimait la France qu'il n'aimait la vie. C'est-à-dire que ce qu'il y a de beau dans la vie de Napoléon, c'est que il a soumis la vie dans des proportions absolument considérables et inimaginables. C'est-à-dire que son destin, en réalité, si on le compare à l'endroit d'où il vient et à ce à quoi il aurait pu prétendre au début de sa vie, est tout de même extravagant. Donc, c'est la preuve que non pas tout est possible, mais enfin tout de même beaucoup. Donc, je pense que quand on lit ou qu'on apprend la vie de Napoléon, euh, on assiste quand même à une formidable preuve d'individualité dans le sens le plus noble du mot. On apprend aussi qu'un homme en disant non, en ne respectant pas les règles, en allant au bout de son idée, en répondant c'est possible à qui dit c'est impossible, a tout de même démontré que la Révolution française n'avait pas été réalisée en vain, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Napoléon Bonaparte. Comment voulez-vous être sûr que la Révolution française avait créé un vrai changement politique, quoi? Sinon, Hmm. qu'est-ce qui resterait de la Révolution s'il n'y avait pas eu de Napoléon? 10 ans de bavardage, des têtes coupées. Napoléon, c'était un type quand même qui est dans une famille en gros pas bien riche d'Ajaccio et qui à 30 ans était l'équivalent du président de la République, quoi, si on peut dire. Voilà. C'est quand même la démonstration que la Révolution française euh, a eu un effet politique réel. Voilà. Donc, si évidemment son règne, d'un point de vue libéral, est excessivement contestable, d'un point de vue égalitariste, en revanche, il a apporté énormément. Très bien. Par rapport au mémorial et justement aux œuvres qui ont été créées, euh, il décède après 6 ans d'exil et donc le corps est dans un premier temps, quand il décède, le corps de Napoléon reste à Sainte-Hélène. Et pourquoi Mhm. finalement on rapatrie le corps 20 ans après? Qu'est-ce qui se passe finalement? Est-ce que l'œuvre littéraire, justement, le livre avec la case fait que l'opinion évolue, le temps fait que? Qu'est-ce qui se passe pendant 20 ans pour que finalement on dise on rapatrie le corps de Napoléon? Alors, il y a 2 choses. Bon, le mémorial a été, on l'a dit, en 1820, publié en 1823, rencontre un certain succès éditorial, incontestablement. À cette époque, pour resituer les choses, c'est donc Louis XVIII qui est le roi de France, hein, donc le frère de Louis XVI,
C'est une restauration monarchique qu'on pourrait qualifier de raisonnable, parce qu'il a en gros conservé beaucoup des acquis de la Révolution. Il essaye de trouver un modus vivendi entre la monarchie parlementaire, les restes de la République. Bon, on ne peut pas revenir 30 ans en arrière, quoi, voilà. Donc, c'est pas une restauration absolutiste. Ce qu'il y a, c'est qu'en 1823, un an plus tard, Louis XVIII va mourir. Donc, en fait, il va devoir céder le pouvoir. Et c'est un autre frère de Louis XVI, son plus petit frère, Charles X, qui va monter sur le trône. Alors, lui, rien à voir. Il est excessivement réactionnaire. Il s'entoure d'ailleurs d'une aristocratie uniquement issue de l'Ancien Régime. Il restaure l'Église dans ses droits. Il demande à ce qu'on restitue 1 milliard aux émigrés qui avaient quitté la France sous la Révolution pour échapper à la Révolution, à ce qu'on leur restitue le montant des biens qui leur avaient été volés. Tout ça choque énormément la France, qui, si elle n'était pas pour l'anarchie, n'était pas non plus pour un retour à des principes aussi archaïques. Et puis Charles X n'était pas un roi très intelligent, il faut bien le dire aussi. Donc il vit dans une espèce d'illusion qu'en qu'en fait il suffit de donner un exemple à la France pour qu'elle le suive. Donc lui il donne un exemple très réactionnaire et très clérical en pensant que la France va finir par se mettre au diapason. C'est pas du tout ce qui se produit. Il est excessivement impopulaire. Or dans le même temps, le mémorial a été publié seulement 1 an et demi avant, hein, d'accord. Il circule. Beaucoup d'écrivains très lus et pas forcément très républicains d'ailleurs commencent à, on va dire, chanter la gloire de Napoléon. Et vous avez en gros un Charles X qui est toujours plus réactionnaire, qui retire de plus en plus de droits, liberté de la presse, enfin, qui s'enfonce dans une folie politique qui va vraiment le mener à sa perte. Et donc de l'autre, naturellement, comment dirais-je, une soif de liberté de la part du peuple de plus en plus grande. Or, la Révolution, à cette époque, nous maintenant, on parle de Révolution, on a Robespierre, Danton en tête. À cette époque, la Révolution n'a pas de héros. Hein. C'est tous ces gens-là, les Mirabeau, les Danton, les Desmoulins, ils sont tous dans un même sac, si vous voulez. Le seul véritable héros du grand moment libéral et égalitaire de la Révolution française, c'est Napoléon Bonaparte. Même si c'est un petit peu abusif, dans la mesure où, oui, ça aurait pu être un régime plus libéral ou ce qu'on veut. Mais il n'empêche que Napoléon a fait très attention pendant 15 ans à préserver beaucoup de principes de la République, à se référer à la République, à faire très attention à soigner beaucoup l'égalité. De nombreuses mesures vont en ce sens. Et en fait, il récupère un peu les bénéfices de cette politique précautionneuse à l'égard des acquis de la Révolution, puisque là, tout à coup, on sent au sein du peuple français que si Napoléon revenait, ça serait perçu comme un retour des valeurs de la Révolution, si vous voulez. Voilà. Donc c'est un retournement idéologique et politique assez inattendu, si on compare à l'état, disons, de grand mécontentement de la France à l'égard de Napoléon en 1815, au moment où il part pour Sainte-Hélène. Et en 1830, il y a une révolution, surtout à Paris, qui conduit à la chute de Charles X et à l'avènement de Louis-Philippe d'Orléans, hein, Louis-Philippe Ier, qui est issu de la branche cadette des Bourbons, les Orléans, qui ont pris parti dès le début pour la Révolution française, qui ont donc une réputation libérale. Louis-Philippe reprend la France en main, et là comprend bien qu'il faut faire beaucoup de concessions aux acquis de la Révolution. Donc il ne se nomme pas roi de France, mais roi des Français. Il y a un parlement, il joue à peu près le jeu parlementaire. En gros, ça va à peu près. Mais c'est une époque aussi où, en Europe, il y a une restauration monarchique très violente, avec le retour de rois d'Ancien Régime sur beaucoup de trônes d'Europe, et qui mène à un grand mécontentement de la part du peuple au sens un petit peu social du terme, vraiment les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, les gens les plus démunis, une révolte populaire dans toute l'Europe qui se demande comment est-ce qu'on a pu passer d'un grand libéral à tout à coup à un retour épicurien, quoi. Voilà, en gros pour le dire vite. Et donc du coup la France passe pour celle qui devrait donner l'exemple, parce que c'est elle la grande héroïne des années libérales. Et donc Louis-Philippe commence à être confronté à un mouvement pan-européen, si on peut dire, libéral, qui ne veut pas qu'on oublie que désormais il y a des droits qui ont été donnés au peuple et qu'on ne peut pas revenir en arrière. Et donc, dans les années 30, il fait face à des révoltes ouvrières, la révolte des Canuts par exemple, un appauvrissement, une bourgeoisie qui s'enrichit excessivement, avec un monde ouvrier qui commence à émerger et qui demande des droits sociaux tout simplement parce qu'il n'en a aucun et qu'il vit très mal. Donc un mécontentement social. Lui-même se passe de plus en plus des règles parlementaires qu'il a voulu. Il se souvient un peu qu'il fait quand même partie
d'une famille qui est cousine de la famille royale de France, donc qui descend indirectement de Louis XIV, donc il gouverne avec de plus en plus d'autoritarisme, tant et si bien qu'il arrive à une sorte de crise politique à partir des années 1835, et il faut qu'il invente quelque chose. Et là, Napoléon est très populaire parmi le peuple de France, toujours pour les mêmes raisons, parce que c'est le modèle de la liberté. Et on commence de plus en plus à parler d'un... On entend sur des barricades « Vive Napoléon » en même temps qu'on crie « Vive la Révolution ». Et donc, il a une idée qu'il croit géniale, c'est qu'il se dit « Je vais récupérer la postérité de Napoléon ». C'est-à-dire que si je ne fais rien, je vais me taper un Bonaparte qui va revenir, un des frères de l'empereur. Déjà, le neveu de Napoléon, qui finira par être Napoléon III, a tenté de réaliser 2 coups d'État qui ont échoué, mais enfin, ça a quand même existé. Donc, ce sont des petites piqûres de rappel, hein, un peuple de France qui tout de même se souvient de la gloire de l'Empire. Et donc, du coup, il se dit, OK, pour ça, on va faire 2 choses simples. D'abord, on va en dire du bien. Donc, je vais dire que Napoléon, c'est bien. Et puis, on va terminer l'érection de l'Arc de Triomphe en 1836. Et cadeau des cadeaux, on va ordonner le rapatriement des cendres de Napoléon de Sainte-Hélène à Paris. Il envoie son propre fils, enfin un de ses propres fils, le prince de Joinville, récupérer le corps de Napoléon à Sainte-Hélène, qui revient en France, et à l'occasion d'une cérémonie dont le faste, et je crois, à part la mort de Victor Hugo à la fin du XIXe siècle, sans pareil dans l'histoire de France, on construit une espèce de carrosse géant où on met Napoléon empilé sur 17 tombeaux avec des brodures, des draps d'or. Enfin, c'est un cirque pas possible. Tout ça encadré par la vieille garde impériale. Des millions et des millions de gens assistent à ce sacre. Je vous invite à lire la description qu'on a faite de Victor Hugo dans Les Choses vues, qui est à la fois la plus belle et la plus précise. Et c'est un événement, comment dirais-je, sans retour dans l'historiographie française. Parce que là, vraiment, les gens pleurent. Enfin, c'est vraiment le retour du héros, quoi. Et donc, Louis-Philippe, comment dirais-je, par cet acte très symbolique, se pose d'une certaine façon en héritier de Napoléon. Voilà. Et donc, il essaye de récupérer la gloire de l'Empire en faisant ça. Il essaie de rassembler le peuple français, de réconcilier un peu avec une histoire récente, mais c'est un opportunisme politique, on va dire. Un opportunisme politique, exactement, bien sûr. D'accord. Donc, et donc il est finalement réhabilité dans l'histoire de France par la monarchie. Oui, la monarchie de Juillet, oui. Et justement, donc les œuvres continuent d'exister, de se répandre, donc notamment écrits pendant ce confinement et cet exil. Et comment vit le courant, en tout cas les idées de Bonaparte? La première question. Et la deuxième question. On a beaucoup pensé dans son confinement. Il a pensé son confinement en essayant d'écrire son passé, son histoire, en pensant déjà finalement voilà, qu'est-ce qui va laisser à la postérité. Mais est-ce qu'il a pensé, est-ce qu'il a dans ce confinement aussi essayé de penser des idées nouvelles? Parce que finalement on essaye nous aussi là de penser un monde d'après, d'inventer de nouvelles choses, de réinventer un monde qui évolue chaque jour. Est-ce que c'est un homme qui a essayé d'inventer de nouvelles idées, notamment dans ce moment d'exil et de confinement? Il y a une grande différence entre notre confinement et celui de Napoléon. Évidemment, le nôtre est une invitation à penser le monde de demain, bien sûr. Mais Napoléon, lui, et c'est la différence entre lui et nous, lui, Napoléon, il a déjà connu la Révolution. Et elle s'est produite il n'y a pas longtemps. Hein. C'est-à-dire qu'il accède au pouvoir en 99, elle s'est produite en 89. Donc Napoléon, il est déjà l'enfant d'une révolution qui d'ailleurs a abouti à un renversement considérable de ce qu'il y avait avant. Difficile de faire plus bouleversant comme changement que ce qu'a fait la Révolution française. En revanche, plus malin peut-être de la part de Napoléon, c'est que même s'il y a une restauration de la monarchie en France, même s'il y a de façon générale un courant plutôt réactionnaire qui reprend un peu le pouvoir, reprend un peu la main en Europe, il décide de laisser à la postérité une image libérale et pro-révolutionnaire, si on préfère, de son œuvre. Ce que ça veut dire, c'est que du coup, il était convaincu que c'était ça qui allait être rentable en fait. C'est-à-dire que si c'est la dernière image qu'il veut laisser, ce qu'il veut, c'est être populaire. Et donc, ça veut dire que son pari, c'est de dire, au 19e, ils pourront pas faire autrement. C'est-à-dire que ces idées-là vont gagner tôt ou tard. Et c'est vrai qu'il y aura beaucoup de tâtonnements, hein. En France, en Italie, en Pologne, en Russie. Le 19e siècle va tâtonner petit à petit vers une sorte de, si ce n'est de démocratie, du moins de rationalisation de la répartition des pouvoirs, quoi. Voilà. Et donc, il a juste compris, parier sur le fait que les idées qui rayonneraient
n'étaient pas les idées qui étaient en train de revenir à la charge, mais bien celles qui avaient été portées par la Révolution française et dont il n'avait jamais oublié la force. Voilà. Je pense que c'est plus ça. C'est pas une invention de nouvelles idées, c'est la prescience des idées qui finiront par gagner pour de bon, quoi. Voilà. Être Voilà. convaincu que le monde d'hier serait vraiment le monde d'hier. Je crois que c'est une vraie aussi peut-être leçon sur le moment où on vit, ou peut-être que est-ce faut-il tout réinventer, ou peut-être voir ce qu'on fait de mieux, et peut-être ne pas vouloir trop faire la révolution et inventer un monde qui n'existe pas. On risque d'inventer un monde totalement identique à celui d'avant le confinement. En tout cas, il y a des vraies réflexions à avoir, et je crois que c'est le propre de l'histoire de pouvoir regarder avec un regard, regarder ce que l'histoire nous a appris. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui se répètent, parce que les pandémies, évidemment, dans dans notre histoire récente, il y a deux, trois par siècle qui ont marqué très fortement notre pays, nos familles d'ailleurs, et donc peut-être se référer à ces moments-là pour écrire humblement aujourd'hui le 21e siècle. Oui, sans doute, sans doute, sans doute. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que ce que montre le confinement de Napoléon, mais peut-être que c'est le cas aujourd'hui, c'est que les personnes qui ont exilé cet homme ont cru gagner du temps, l'exilant. Gagner du temps et en finir. Ça y est, terminé, il est dans l'Atlantique Sud, on n'en parle plus. Et il ne pensait pas qu'en fait ce confinement serait l'occasion pour lui de mettre à plat intellectuellement une œuvre essentiellement constituée d'actions jusqu'ici. Et comme c'était un homme qui réfléchissait pas trop mal, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui avait une intuition politique assez extraordinaire, il a mis ce temps à profit pour ça. Et de même, ce confinement ne doit pas être vu pour un temps ralenti, en réalité, ce qu'il a l'air d'être réellement. C'est un temps ralenti si on le juge d'après le critère de l'action, évidemment, mais c'est peut-être un temps accéléré si on le juge d'après le critère de la réflexion, parce que jamais nous n'avons eu autant de temps pour réfléchir au sens que nous voulons donner aux choses, au monde qui nous entoure, aux choix que nous faisons politiquement, à ce que nous avons soutenu, à ce que nous soutiendrons demain. Euh, Comment dirais-je, le temps de l'action, même s'il est plus facilement constatable, parce que l'action est une chose concrète, n'est pas forcément supérieur au temps de la réflexion. Voilà. Ben, je crois que c'est une très belle conclusion de dire que voilà, ce confinement, comment mettre à profit ce confinement, comment remettre du sens à des vies des fois qui vont si vite, et voilà, remettre un peu de perspective à nos vies. Euh, Merci beaucoup Arthur d'avoir revisité ensemble un moment de rediscuter de cet homme aussi important que Napoléon Bonaparte dans l'histoire de France, évidemment. Un moment un peu aussi fort où on parle souvent de Sainte-Hélène et on oublie quelle a été sa vie, qu'est-ce qu'il en a fait. Et peut-être on le sous-estime au-delà de dire il est exilé et c'est terminé. Non, on voit bien que son exil, son confinement, ben, il est essentiel dans sa vie, et il donne aussi une postérité à toute sa vie, et notamment ses conquêtes, qu'elles soient guerrières ou amoureuses. Euh, Merci beaucoup Arthur.